C'est dur de trouver quelqu'un dans le monde qui vous écoute et qui vous comprenne. Bon, visiblement, ça marche pas trop. This is somebody who knows what's right and what's wrong. Email investigation is reopened. She shouldn't be allowed to run. James Comey est le tombeur. Yonkers, État de New York, 14 décembre 1960. En ce jour glacé, Joanne et Brian Comey reçoivent leur plus beau cadeau de Noël, un petit James. L'enfance de James a tout de la petite vie parfaite. Jusqu'à ce soir d'automne 77, quand son frère et lui sont retenus en otage dans leur maison par un homme surnommé le violeur de Ramsey. Traumatisé par cette expérience, James fait ensuite des études de droit et devient avocat. Un avocat qui en a. Très vite, il travaille sur des affaires sensibles, comme l'accusation de John Gambino, un parrain de la mafia. Et il mène également des enquêtes sur des personnalités publiques. Il parvient à faire condamner Martha Stewart, une immense star de la télé coupable de délit d'initié. Cette affaire criminelle est une affaire de mensonges. Mensonges au FBI, mensonges aux investisseurs. James s'attaque aussi à 2 reprises au couple Clinton. D'abord dans les années 90 pour plusieurs fraudes présumées liées à des investissements immobiliers, et 10 ans plus tard pour une grâce présidentielle suspecte que Bill accorde à un homme d'affaires accusé de corruption. Mais aucune de ces 2 affaires n'aboutit. Je pense que beaucoup de charges ont été injustement retenues. James est alors nommé numéro 2 de la justice du gouvernement Bush. Mais il tient tête à W en refusant de valider son programme d'écoute téléphonique. Il devient alors un modèle d'intégrité, et sa notoriété nouvelle le renvoie à son ancienne fac, où il tente d'inspirer les nouveaux diplômés. C'est dur de trouver quelqu'un dans le monde qui vous écoute et qui vous comprenne. Bon, visiblement, ça marche pas trop. En 2013, Barack le choisit pour devenir le nouveau directeur du FBI. On remarque alors à quel point James est grand et qu'Obama ne peut rivaliser face à ses 2,03 m. C'est un homme qui s'intéresse grandement à la justice et aux lois. James dirige alors plusieurs conférences où les caméramens sont obligés de changer leur cadre tellement il est grand. Il se retrouve également à enquêter pour la 3e fois sur la famille Clinton avec la fameuse affaire des emails d'Hillary. Hillary est accusée d'avoir utilisé sa messagerie personnelle pour envoyer des emails professionnels. Ce qui n'est franchement pas grave, sauf quand on est ministre des Affaires étrangères et que certains messages sont classés secret défense. Après 2 ans d'enquête, James donne cette conclusion. Nous pensons qu'aucun procureur n'aurait poursuivi cette affaire. Aucune charge retenue contre Hillary, une affaire que l'on croit enterrée, mais 2 semaines avant l'élection, Le FBI est en train d'étudier de nouveaux emails liés au scandale de la messagerie d'Hillary Clinton. James aurait rendu public la réouverture de l'enquête pour se couvrir et qu'on ne puisse pas l'accuser de chercher à étouffer l'affaire. 2 jours avant l'élection, il reconnaît que les nouveaux emails retrouvés ne contiennent rien d'incriminant. Mais le mal est fait. Selon les démocrates, cette révélation a considérablement joué dans le résultat de l'élection. Accusation justifiée ou excuse de mauvais perdant, peu importe. Donald est élu et il est certain que l'entente avec James sera des plus cordiales. Si on regarde sur le long terme, dans plusieurs milliards d'années, le Soleil va grossir et englober la Terre. Donc le réchauffement climatique, c'est notre avenir. There's a 3rd player at the table for this presidential election. The 2016 Libertarian candidate, Jaguar Johnson. Le biopic présente Gary Johnson dans Rencontre du 3e type. Minot, Dakota du Nord, 1er janvier 1953. Alors que l'Amérique se réveille tout embrumée de sa cuite de la veille, Gary Johnson découvre la vie. Gary grandit au Nouveau-Mexique, dans une famille de classe moyenne. Bricoleur du dimanche, Gary monte sa propre entreprise de construction. 20 ans plus tard, il emploie 1000 salariés et génère des millions de bénéfices. Au milieu des années 90 et sans aucune expérience en politique, Gary se porte candidat au poste de gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique sous l'étiquette républicaine. Je pense sincèrement qu'un changement est possible. Il investit 500 000 $ de ses économies, remporte l'élection et reste en poste 8 ans. Son bilan est plutôt positif et sa cote de popularité est au top. Au Nouveau-Mexique aujourd'hui, les gens me saluent avec les 5 doigts et pas seulement un.
Gary devient également le premier haut responsable politique à se prononcer pour la légalisation du cannabis. Ce positionnement lui met à dos une partie des républicains, mais le rapproche du Parti libertarien. Le Parti libertarien, c'est un parti qui veut pousser à fond les libertés individuelles. Mariage pour tous, ouverture des frontières, armes à feu pour tous, chez les plus extrémistes, le droit de rouler sans permis ou même de coucher avec un cochon. Gary, lui, devient célèbre dans le pays et peut dorénavant expliquer à tous sa vision des choses, comme sa vision très particulière du réchauffement climatique. Si on regarde sur le long terme, dans plusieurs milliards d'années, le Soleil va grossir et englober la Terre. Donc le réchauffement climatique, c'est notre avenir. En 2012, après avoir tenté en vain sa chance à la primaire républicaine, il devient le candidat libertarien à l'élection présidentielle. Gary réalise un score que les observateurs qualifient de tout pourri, 1%. Il met alors de côté sa carrière politique et devient le PDG de Cannabis Sativa Incorporation, une compagnie qui développe des produits à base de cannabis. On le retrouve donc vanter de façon légèrement exagérée les bienfaits de la marijuana. Nous pensons vraiment pouvoir guérir Ebola grâce à la marijuana. Et se moquer de façon originale de ses détracteurs. Les risques cardiaques augmentent dans l'heure qui suit la consommation de marijuana. Cette année, Gary se présente de nouveau à l'élection présidentielle. Il profite de l'impopularité de Trump et de Clinton pour se faire une place dans la campagne. Mais Gary enchaîne les gaffes et devient en quelques mois un ovni dans ce monde politique. Si vous êtes élu, que ferez-vous à propos d'Alep? À propos de quoi? Alep. Mais c'est quoi Alep? Vous plaisantez? Non. I think I could stand up there for the whole debate and not say anything and emerge as a leader. Gary jure avoir renoncé à la fumette le temps de la campagne et assure qu'il ne reprendra pas s'il est élu. Promesse assez facile à tenir puisque du haut de ses 5% dans les sondages, il n'a aucune chance d'accéder à la fonction suprême. Gary aura réussi au moins une chose, égayé par son excentricité, une campagne assez déprimante. Vote for Gary Johnson. Good evening in Bishkek. I'm John McCain. The Kyrgyz Republic is an important ally of the United States, and we have expected that the printing press will continue to operate without obstacles created by either the Kyrgyz government. I'm outraged by the forced shutdown of the only independent printing press in Kyrgyzstan. This sort of information control is reminiscent of the old Soviet days and simply has no place in a free society. On ne se rendra pas. Le slogan a été martelé pendant toute la campagne McCain et il a fini par faire mouche. Il y a 6 mois à peine, tout le monde le donnait perdant. À court d'argent, fatigué, en chute libre dans les sondages, l'ancien héros du Vietnam a recentré toute sa campagne sur la guerre en Irak et la crainte d'un monde aux mains des terroristes. Nous ne laisserons pas les démocrates abdiquer en Irak. Nous avons déjà battu les Irakiens une première fois et nous les battrons encore plus sévèrement cette fois. On ne choisira jamais la défaite. Le candidat affiche son programme, gagner la guerre en Irak, bloquer l'expansion de la Russie et empêcher l'Iran d'obtenir la bombe. McCain ne parle que de politique étrangère et ça marche. Le phénix républicain renaît de ses cendres. Le 4 mars au Texas, il passe la barre des 1191 délégués qui lui permettent de devenir le candidat des républicains dans la course à la Maison-Blanche. Je suis très honoré et fier. Ce soir, mes amis, je peux vous dire que nous avons gagné suffisamment de délégués pour affirmer avec confiance, humilité et un grand sens des responsabilités que je suis le candidat républicain pour la présidence des États-Unis. Le lendemain à Washington, dans un bar de la capitale, un groupe de conservateurs républicains se réunit pour célébrer la victoire. Le bilan de Bush leur avait plombé le moral. La droite en ruine allait offrir la Maison-Blanche sur un plateau aux démocrates, mais avec McCain comme candidat, l'espoir renaît. Vous allez voir, McCain va surprendre tout le monde car c'est un homme intègre et qui sait de quoi il parle. Il comprend que la chose la plus importante pour l'Amérique, c'est de protéger le pays. Le point central pour nous, c'est la sécurité. Et cela implique de régler les problèmes en Irak, en Iran ou en Afghanistan. En gros, mener la guerre contre la terreur. McCain est un militaire de carrière comme son père et son grand-père avant lui. Traumatisé par son expérience au Vietnam, il condamne fermement la torture, mais croit au rapport de force pour gérer les conflits.
Au cœur de sa doctrine, l'Irak. Si la guerre se passe mal, c'est qu'elle est mal gérée. McCain veut plus de troupes et promet de rester 100 ans dans le pays. Un avis qu'il partage avec Gary Schmidt, un de ses conseillers en politique étrangère. Une des choses tragiques avec Bush, c'est que malgré toutes ses bonnes idées, il est un peu fainéant dans sa manière de mener à bien les affaires internationales. Cela changera avec McCain comme président. Il aura non seulement la pertinence de l'analyse, mais surtout, il s'impliquera concrètement dans la manière de gérer les problèmes. Le ton est donné, McCain, un interventionniste sans faille. Illustration en avril dernier, McCain se rend en Irak pour soutenir l'augmentation récente du nombre de soldats dans le pays. Pour l'image, il s'offre même une promenade dans le souk de Bagdad, entouré d'une vingtaine de soldats et de 2 hélicoptères qui survolent le cortège en permanence. Dans un pays à feu et à sang, l'illusion du calme retrouvé. Dites-moi, depuis ces 2 derniers mois, la situation s'est-elle améliorée ou a-t-elle empiré? Le marchand trié sur le volet va répondre que la situation s'est améliorée. Puis hors caméra, il ajoute qu'elle reste très dangereuse car des snipers tirent régulièrement sur les passants. McCain ignore la remarque et lorsqu'il relate son tour de ville, il semble même avoir oublié son escorte très musclée. Sénateur McCain, je viens de le lire sur Internet. Vous avez déclaré que l'on pouvait se promener librement et en toute sécurité dans certains quartiers de Bagdad. Oui, j'en reviens à l'instant. Pardon? J'en reviens à l'instant. Nier l'évidence, maintenir le cap pour rassurer les troupes, derrière cette obstination se cache la clé de sa doctrine politique. Face à un monde au bord du chaos, fixer une ligne, montrer l'exemple et s'y tenir. Une philosophie qui s'inscrit ouvertement dans la droite ligne du président Reagan. J'ai changé de carrière grâce à Ronald Reagan. Je me suis engagé comme soldat dans la révolution réganienne et depuis, je pense à lui en permanence. Guerre froide à l'Est, choc des civilisations au Moyen-Orient, l'influence de Reagan se retrouve partout chez McCain. Pour le comprendre, nous sommes rendus à l'IRI, l'Institut international républicain, un organisme fondé en 1984 à la demande du président Reagan. Sa mission, la promotion de la démocratie dans des pays peu favorables à l'Amérique. Cet organisme très proche de la CIA est dirigé depuis plus de 10 ans par John McCain. Notre philosophie est qu'à travers le monde, si des gens veulent être responsables de leur avenir, et ce, quelle que soit leur culture ou leur passé, nous devons les aider, avec des conseils bien sûr, pas avec de l'argent. L'IRI, c'est plus de 20 ans de travail sur le terrain dans tous les pays de l'ancien bloc soviétique. Alors en 2001, lorsqu'une vague de révolution commence à balayer les anciens pays satellites de Moscou, avec à chaque fois la même méthode révolutionnaire, l'IRI du sénateur McCain est montré du doigt. Vous avez été très présent pendant les révolutions en Europe de l'Est, non ? Pas plus que d'autres. Vous savez, dans certains pays, on nous accuse de débarquer aux 4 coins du monde et de déclencher des révolutions. Si vous posez la question à des gens à Moscou ou dans d'autres pays semblables, c'est ce qu'ils vous diront. Sérieusement, vous croyez vraiment que les gens nous aiment au point de nous laisser débarquer chez eux pour provoquer une révolution? C'est ridicule. Ridicule, peut-être. Mais au nom de la liberté, John McCain n'hésite pas à intervenir personnellement dans les affaires d'un État souverain. En février 2005, au Kyrgyzstan, à la veille de la Révolution, voici comment McCain traitait le ministre des Affaires étrangères en personne. Son gouvernement vient de fermer une imprimerie financée par l'IRI, en duplex de Washington. John McCain est furieux. Good evening in Bishkek. I'm John McCain. The Kyrgyz Republic is an important ally of the United States, and we have expected that the printing press will continue to operate without obstacles created by either the Kyrgyz government. I'm outraged by the forced shutdown of the only independent printing press in Kyrgyzstan. This sort of information control is reminiscent of the old Soviet days and simply has no place in a free society. L'affrontement direct, une leçon de morale à un ministre des Affaires étrangères, c'est ça aussi la méthode McCain. À l'époque, le sénateur nous avait reçus pour nous parler de son rôle dans ces révolutions à l'Est. L'Amérique soutient les démocraties et je pense que c'est légitime. Mais il y a une frontière très mince entre soutenir et intervenir d'une manière directive dans les affaires d'un État. Il n'y a rien de mal à se mettre avec des gens dans une pièce et à leur apprendre comment voter, comment organiser un parti politique, comment rédiger un programme politique et répandre efficacement leur message. Je crois que c'est une attitude tout à fait légitime.
En fait, sur le terrain, le message est plus révolutionnaire. Dans les bureaux de l'IRI, en Géorgie, sur le mur, un t-shirt orange qui sert de programme. On y trouve les dates des révolutions déjà faites et les autres notées TBD, To Be Done, celles qui restent à faire. McCain a forgé sa pensée politique dans un contexte de guerre froide. Aujourd'hui, il croit au retour d'une grande puissance à l'Est et se prépare à l'affronter. Poutine n'est pas un démocrate de cœur. Et les gens qui l'entourent ne le sont pas non plus. Je crois que les Russes, et Poutine en particulier, ont un désir légitime de restaurer le temps où la Russie était une superpuissance. La Russie n'est plus une superpuissance, mais ils en rêvent. Après avoir rétabli l'ordre dans leur pays, ils veulent maintenant restaurer l'Empire russe. Mais cela n'arrivera pas. Avec McCain, les fantômes de la guerre froide refont surface. Il veut accélérer le programme de boucliers antimissiles et recréer des unités militaires chargées de faire tomber des gouvernements hostiles. McCain pense qu'il faut des services secrets en plus de la CIA pour organiser des opérations de déstabilisation dans des pays ennemis en entraînant des civils au renversement du pouvoir. Il rêve de nous voir tous prendre part à la chute des dictatures et à la mise en place de démocraties. Pour Matt Welch, auteur de l'ouvrage le plus complet sur les politiques de McCain, le sénateur d'Arizona est avant tout le candidat du complexe militaro-industriel, notamment à travers son principal conseiller en politique étrangère, Randy Shonman, lobbyiste du département militaire de Boeing Industries, un des plus importants fournisseurs de l'armée américaine. Randy Shonman est un homme tellement discret qu'il en est presque virtuel. C'est un conseiller politique très impliqué dans des groupes à Washington qui défendent les intérêts républicains à l'étranger. Mais il est aussi un lobbyiste pour le complexe militaro-industriel. Et le problème avec un homme comme Shonman, c'est qu'on ne sait jamais pour lequel des deux camps il travaille. Plus de pouvoir à l'armée, retour en force des services secrets, interventionnisme à tout va, inspiré directement du modèle réganien. Dans la course à la Maison-Blanche, McCain promet de renforcer fortement le rôle de gendarme du monde des États-Unis. Le candidat inquiète ses adversaires et rassure une droite républicaine toujours hantée par le spectre du 11 septembre. Écoutez, je n'ai pas de temps à vous accorder, les gars. Je suis au service des contribuables. Je dois réduire les dépenses de la mairie et diminuer les impôts des citoyens. Bande de connards. Le monde entier connaît Rob Ford, le maire de Toronto, la 4e ville de l'Amérique du Nord. Pourquoi? Pour ça. Cette femme a dit que je voulais lui bouffer la chatte. Je n'ai jamais dit ça de ma vie, je ne ferai jamais ça. Je suis heureux en mariage, j'ai tout ce qu'il faut à manger à la maison. Ces 2 dernières années, avez-vous acheté de la drogue? Oui. Yes, I have. Tu sais quoi? Je vais t'arracher le bras et te prendre ton job. Le mec en rouge, au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, c'est Hulk Hogan, le célèbre catcheur. Rob a aussi, entre autres, fumé du crack et conduit complètement bourré, avec à chaque fois une vidéo qui fait le tour du monde. Alcoolique, grossier, raciste, misogyne, Rob Ford finit par perdre ses pouvoirs en décembre dernier, même s'il garde le titre de maire. Il reste cependant extraordinairement populaire et annonce son intention de se représenter à l'élection municipale du 27 octobre prochain, jusqu'au jour où... Le maire le plus connu du monde et sûrement celui dont on parle le plus, le vénéré Rob Ford de Toronto, a reçu une très mauvaise nouvelle avec sa famille et ses amis. Il a été frappé par le fléau du cancer. Aucun scandale n'avait permis de l'abattre complètement, mais le cancer est trop fort. Rob Ford se retire de la course à la mairie et adoube son frère, Doug, lui aussi élu de la ville. C'est lui-là qui parle, pendant que son frère, le maire donc, imite un mec bourré qui conduit. Le tout en plein conseil municipal. Mayor Ford, please stop disrupting. Toronto, samedi dernier.
C'est la Ford Fest. Chaque année, les frères Ford invitent des centaines de personnes à venir célébrer les frères Ford. Assez mystérieusement, les scandales n'entament pas la popularité de Rob. Bien au contraire, ils sont toujours plus nombreux à le soutenir. Au menu de la fête, hamburgers gratuits, donations et poupées à l'effigie du martyr Rob, 30$ pièce. Et puis, Doug arrive. Vous allez voir, ça va être la folie quand Rob va arriver. Depuis le cancer de son frère, le candidat Doug est devenu très populaire. Il faut dire qu'il lui ressemble beaucoup, en moins trash. Lui aussi fait n'importe quoi, comme distribuer des billets de 20$ aux habitants. Voilà pour vous. Joyeux Noël. Ah, vous en avez déjà eu? C'était en décembre dernier. On l'accuse d'acheter des voix. Sa réponse, je n'achète rien puisque je ne brigue aucun mandat. Comme son frère, il n'aime pas les journalistes. Écoutez, je n'ai pas de temps à vous accorder, les gars. Je suis au service des contribuables. Je dois réduire les dépenses de la mairie et diminuer les impôts des citoyens. Bande de connards. Comme son frère, il se la joue populiste. Je n'aime pas les politiciens. Ils sont faux, creux, ils ne sont pas sincères. Vous êtes vous-même un politicien. Non, je ne suis pas un politicien. Je ne les supporte pas. Ils mentent, ils sont fourbes, ils s'arrangent entre eux. Et ce populisme, il le met en pratique. Il y a une semaine, le très huppé Empire Club de Toronto a organisé une confrontation entre les candidats à la mairie. Un débat dîner à 80$ le couvert. L'organisatrice annonce le programme. Monsieur John Tory parlera en premier. Ensuite, ce sera au tour de Miss Olivia Cho. Doug Ford nous a fait savoir il y a quelques instants qu'il a changé d'avis sur sa participation au débat. Et oui, à la dernière minute, Doug s'est fait la belle. Ça énerve le candidat favori des sondages. Les frères Ford, ce sont les mêmes. Ils sont agressifs et ils divisent les gens. Pour eux, si vous parlez fort et si vous répétez la même chose, eh bien cette chose finit par devenir vraie. Vous savez, il a choisi de ne pas venir aujourd'hui. Il fait ça tout le temps. Là, il reste poli. Dehors, il le traitera de poule mouillée. La poule mouillée, en fait, a préféré faire du porte-à-porte avec les t-shirts dessinés pour son frère. Il n'a pas eu à changer le nom, c'est pratique. Alors pourquoi éluder le débat? Pour être avec les vrais gens, évidemment. Souvenez-vous, Dougie n'est pas un politicien. Aujourd'hui, vous n'êtes pas allé au débat. C'est classe, très classe. Je suis là pour les vrais gens, comme vous. Merci, les gars. Faire campagne, c'est respecter les contribuables et s'assurer que leur argent est bien utilisé. Doug est en terrain conquis ici. On peut mettre une pancarte de campagne, là? Bien sûr. Merci, on apprécie. C'est l'un des politiciens les plus honnêtes et les plus proches des gens. Il est pour le peuple. Vous savez, s'il est comme son frère, il ne changera pas. Ce qu'il dit, il le fera. On l'aura compris, son slogan de campagne est tout trouvé. Je suis le frère de Rob Ford. Maman, dis-lui ce que tu voulais lui dire. Salut maman, comment vas-tu? J'aime beaucoup votre frère. Oh, tu sais maman, je l'aime aussi. Je vais voter pour vous, vous êtes le meilleur. Rob est maire depuis 4 ans et il représente les gens à la mairie depuis 14 ans. Il me donne tout le temps de très bons conseils. Il est le meilleur politicien du pays au service du peuple. C'est le meilleur. Retour à la Ford Fest. La nuit est tombée et une grande surprise attend tous les fans du maire. Il est là en personne, Rob Ford. Je vous aime, les amis. Sa chimio ne l'a pas empêché de venir faire le job et soutenir son frère. Vous méritez la meilleure des personnes pour la ville. Et cette personne, c'est Doug Ford. Et Doug Ford sera le prochain maire de Toronto.
Le candidat parle enfin, toujours sous le regard de Rob. Sa loyauté va d'abord à son frère, aux électeurs ensuite. Rob, je suis si fier de toi. Je ne te laisserai pas tomber. Ni vous non plus. Merci d'être venu. Merci de votre soutien et que Dieu bénisse le grand peuple de Toronto. Que Dieu vous bénisse. Doug Ford est entré en campagne un mois seulement avant le scrutin. Mais grâce au soutien de Rob, chaque jour il grignote du terrain sur le candidat conservateur. 7 points les séparent désormais, d'après les sondages. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Toronto n'en a probablement pas encore fini avec les Ford Brothers.